Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être là. Nous sommes dimanche, il est 7 heures. On va passer 1 heure en compagnie d'une invitée. C'est une femme. On découvrira tout à l'heure qui elle est. Vous en voyez seulement la silhouette pour le moment. Mais une petite séance de rattrapage avant. Vous n'étiez pas avec nous peut-être la semaine dernière, là où vous avez raté Sophia Aram. C'était samedi. Et dimanche, c'était la patronne de l'ENA, Nathalie Loiseau. Nous sommes en compagnie d'une invitée qui est un petit gabarit, mais un gros calibre. C'est Sophia Aram qui est avec nous ce matin. Ah, quel petit gabarit, petit gabarit. Petit gabarit. Regardez. Est-ce qu'on est d'abord drôle? On est NAIT, drôle, on le devient? Je pense qu'on le devient. Bon, après, on a tous en nous, je pense que vous êtes rigolote. Les gens ne le savent pas, mais ce qui se passe en coulisses, quand même. On se poile la gueule avec Catherine, hein, quand même. Vous dites, on a une attitude aujourd'hui trop paternaliste avec les musulmans. Quand j'entends Emmanuel Todd dire que les Français sont descendus dans la rue pour demander le droit d'insulter des musulmans, je trouve ça insultant pour les musulmans, parce que quand on fait une caricature, on n'insulte pas les musulmans. Les gens savent faire la part des choses. C'est pas parce qu'il y a 10 crétins qui comprennent pas qu'on va s'arrêter de faire des blagues. D'avoir une protection policière dans votre vie au quotidien, ça induit quoi? Faut pas penser à ça. On se pose pas ce genre de questions. On est dans un pays libre et aujourd'hui, la liberté d'expression, elle doit être totale. Donc je me pose Là, vraiment... vous banalisez, là. Non, honnêtement, c'est quelque chose qui ne doit pas compter. Et je ne veux pas que ça compte. Et la boxe? Je suis pour. Attention Michel. Putain, ça fait du bien. Prends ça Michel. Prends ça Michel. Vous êtes forte. Il y a une chose, une colonne vertébrale comme ça en vous. J'essaye de l'être, c'est gentil. Ah ouais, bien. Quand j'entends Henri Guénaud dire que c'est un peu politiquement correct, je l'ai tellement entendu, ça. La bien-pensance de gauche, tout ça, je l'ai tellement entendu. Et franchement, ouais, je suis bien-pensante, d'accord. Je suis antiraciste, d'accord. Je les emmerde, quoi. C'est ce que je suis, et j'ai envie de l'assumer pleinement. Qu'est-ce que vous avez déjà fait d'illégal? C'est horrible, j'ai une vie de merde, je suis hyper droite et morale, je me drogue pas. Non, je suis très chiante, hein. Vous êtes déçus? Ah, Moi, j'aime terriblement. bien quand j'ai la tête contre vous comme ça, c'est tellement chouette. Oui, on est bien. On hein. est bien. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme, tiens? C'est nichon, je suis tellement jalouse. Nathalie Loiseau est depuis 2012 directrice de l'École nationale d'administration de l'ENA. Elle forme les élites de demain. Qu'est-ce que vous avez passé comme accord avec votre prof de philo? Alors, Incroyable cette chose-là. j'étais vraiment ce que les profs n'aiment pas, c'est-à-dire la bonne élève du fond de la classe, celle dont la première préoccupation est d'être, aujourd'hui on dirait d'être populaire. Et je faisais tellement de bruit, je faisais tellement rire mes camarades, je faisais tellement la foire qu'il m'a dit, écoutez, on va passer un accord, vous ne venez plus, je ne vous dénonce pas, mais c'est impossible de faire court avec vous. De toute façon, vous aurez une sale note au bac et vous ne l'aurez pas volée, mais surtout, vous ne venez plus. Aujourd'hui, quand on est politique, en général, on est énarque. Est-ce que ça ne reste pas une caste, Nathalie Loiseau? Je ne crois pas du tout que ce soit une caste, comme vous le dites. L'ENA n'est pas faite pour former des hommes politiques. D'ailleurs, il y a 1% des anciens élèves qui font de la politique à niveau national. Beaucoup de présidents sont énarques. 3 présidents, oui. Mais évidemment, ils sont ultra visibles. Mais 99% de nos anciens élèves ne font pas de la politique à niveau national. Est-ce que vous pensez être bien rémunéré par rapport à vos responsabilités? Bien sûr, je touche 9 000 € par mois. Je serais très, très mal placée de me plaindre. Je suis, de ce point de vue-là, bien rémunérée. Vous dites que les dirigeantes pratiquent l'omerta. Pas toutes, et heureusement, et de moins en moins, mais pendant très longtemps, les quelques femmes qui devenaient dirigeantes d'entreprises, d'institutions, aimaient à dire que ça avait été facile, qu'elles n'avaient rencontré aucune difficulté. C'est terriblement culpabilisant pour toutes les autres qui se disent qu'en réalité, elles n'y arriveront jamais, elles ne leur ressemblent pas. Je trouve ça assez malhonnête. Bien sûr qu'il y a des obstacles, mais s'arrêter aux obstacles, c'est un petit peu un mal français. Est-ce que vous avez déjà usé de votre pouvoir, puisque vous en avez un, pour obtenir une faveur? Ah non, d'ailleurs, je ne pense pas avoir de pouvoir. Ce qui est insupportable lorsque l'on partage votre vie? Que je suis hyper ponctuelle et que j'ai assez peu de tolérance pour ceux qui ne le sont pas. Le moment de votre vie que vous aimeriez revivre? Demain. Demain, c'était Nathalie Loiseau. Alors, qui est sur le plateau de Thé au Café? C'est quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est très populaire. Tout d'abord, quelle est votre profession?
J'en ai plusieurs. Je chante, je danse, je joue. Et oui, vous jouez la comédie. Situation familiale? Mariée avec enfant. Vous avez une obsession dans la vie? Une obsession, c'est l'heure, oui. Le Ah. temps, l'heure. La ponctualité aussi. Oui. Et une devise? Une devise, ma foi, vivre et laisser vivre les autres. La tolérance. Votre prénom et votre nom? Sylvie Vartan. Bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Vous venez me rejoindre. Vous êtes au théâtre. Et alors ça, c'est vraiment un événement, un grand événement. On vous voit au Théâtre des Variétés chaque soir dans une pièce d'Isabelle Mergo, avec Isabelle Mergo en tant que partenaire. Elle viendra nous rejoindre tout à l'heure pour notre plus grand plaisir. Alors on va parler évidemment de cette expérience que vous attendiez d'ailleurs depuis longtemps. J'attendais depuis mes 6 ans, en fait. Vous voyez, ça C'était sert long. d'attendre. Oui, C'est surtout d'avoir un rêve qui Oui, sert. voilà. Vous avez été d'une grande patience. Alors, bien sûr, on va... Pourtant, c'est pas ce qui me caractérise, hein, Non, mais bon. mais vous avez eu raison. En tout cas, vous vous amusez, vous vous éclatez. Voilà, c'est sur le mot. scène, n'est-ce C'est pas? vrai. Alors, on l'évoque dans un instant. Vous savez aussi, on revient toujours un petit peu aussi sur l'enfance, sur les origines. On sait bien sûr que vous êtes né en Bulgarie. Avec les années, on dit qu'il est fréquent, en fait, de revoir son enfance. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous la revisitez? Ah oui, parce qu'en fait, pour tout dire, la seule nostalgie que j'ai dans le cœur, c'est celle de mon enfance. Avec les êtres et les gens de ma famille qui... Vous étiez encore en Bulgarie à ce moment-là? Ah oui, c'est ma première photo officielle, si on peut dire comme ça. Et j'étais pas du tout contente déjà d'être prise en photo. Enfin, ça, c'est une photo personnelle, oui, de Vos parents ma famille, voilà. et votre frère Oui. Eddy. Qu'est-ce que faisaient vos parents en Bulgarie? Mon papa parlait très bien le français, avait fait des études dans un collège français et il travaillait à l'ambassade de France en tant qu'attaché de presse de l'ambassade. Dans votre famille, en fait, vous étiez francophile. Votre grand-père Oui, aussi? beaucoup, beaucoup. Mon grand-père, mon père adorait la France. Et mon papa est né en France, d'ailleurs, Qu'est-ce qui vous a... par un fait du hasard. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, mon grand-père, étant bulgare, a épousé ma grand-mère, mais contre les désirs de sa famille. Et donc, quand ma grand-mère a été enceinte, Elle est elle a accouché en venue France. accoucher en France, Ouais. déjà. Mm. Vous croyez aux signes? Au signe, Oui, au signe du destin, oui. Oui, un peu, Vous êtes superstitieuse? un peu. Qu'est-ce qui vous a poussé, alors, avec votre famille, à quitter la Bulgarie? Moi, c'est mes parents qui ont décidé, évidemment. Eddie et moi, nous étions enfants. Donc Vous aviez 7 ans. J'avais 7 ans, 6 ans et demi, 7 ans, oui. Et nous avons quitté tout. Les parents, les grands-parents, la famille. Pour des raisons politiques? Oui, pour une vie qui était intolérable et extrêmement difficile pour tant d'autres. Et mon père, comme il était né en France, a bénéficié du fait et de l'aide de l'ambassadeur de France de l'époque pour sortir légalement, alors qu'il y avait des gens qui, au péril de leur vie, s'accrochaient sous les trains pour fuir. Ça, tout le monde connaît l'histoire. Et donc, c'était vraiment une vie extrêmement difficile, dont je me souviens d'ailleurs, et qui est très marquante et qui, en fait, que j'ai toujours gardé, tatoué dans enfin, tout ce que j'ai ressenti petite. Et tout ce que j'ai appris en Bulgarie, je l'ai gardé, quoi. Vous avez connu l'exil. Est-ce que vous avez connu aussi une sorte d'abandon? Enfin, c'est quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui? Oui. Oui, je crois que ce qu'on a vécu enfant est indélébile. C'est quelque chose qui vous poursuit. Et j'y pense tout le temps, en fait. Elle m'habite sans cesse. Et quand vous voyez aujourd'hui ces images d'actualité, ces images chocs, oui. des enfants notamment de migrants Oui, qui tentent de terrible. venir ici en Europe? C'est affreux. C'est quelque chose d'intolérable. C'est intolérable de voir la souffrance. Et puis, Selon vous, il faut les accueillir? écoutez, oui, il faut faire tout pour essayer de soulager la détresse, cette détresse et cet espoir fou qui vous pousse à
vers une vie meilleure et au péril de votre vie. C'est terrible. C'est votre frère, hein, Eddy, qui était votre frère aîné, qui travaille dans une maison de disques. Et c'est lui, en fait, qui vous emmène vers cet univers. Oui, en fait, moi, j'ai toujours vécu dans une ambiance musicale. Mon grand-père jouait aussi du piano, mon père de l'accordéon, du piano. Mon frère Eddy du piano, de l'accordéon. Et vous? Moi, malheureusement, non, parce qu'on est arrivé en France, j'étais enfant et il n'y avait plus les moyens de me donner des cours, voilà, de financier, de prendre des cours. Et puis, il fallait surtout continuer à parfaire les cours d'Eddy, qui prenait des cours de musique. Et donc, c'est un regret que vous avez, ça? Oui, j'aurais bien aimé savoir jouer du piano. Enfin, je n'ai plus le temps de faire tout ça. Oui, enfin, vous avez un parcours ça va. très rempli, Oui, très rempli. Je n'ai rien à regretter. Vous avez rencontré un succès fulgurant. Dès l'âge de 17 ans, on vous attendait à la sortie du lycée. Enfin, vous créiez l'événement. Hein, et regardez, c'est une archive. C'est votre deuxième apparition à la télé. Vous venez de faire de l'Olympia, mais vous gardez vraiment les pieds sur terre. Vous préparez votre premier bac. Oui. Et alors, vous avez décidé de continuer quand même. C'est quand même indispensable. Pourquoi? Au point de vue culturel et... Même pour une chanteuse, vous pensez que c'est mieux d'avoir son bac? Oh oui. On vient quelquefois vous chercher au lycée, les journalistes, les photographes. Ah oui, alors ça me gêne beaucoup parce qu'il y a des attroupements, tout le monde me regarde, alors c'est embêtant et c'est devant le lycée, alors... Vous ne voulez absolument pas être considérée comme une bête curieuse. Oh non, parce qu'il n'y a vraiment rien d'extraordinaire à ce que je suive mes cours en même temps. C'était en 1962. Vous étiez très lucide. J'ai toujours été assez grave, même enfant, parce que j'ai compris beaucoup de choses à un là, âge très jeune. Vous n'êtes même pas exalté par votre succès. Pas du tout. Mais non, j'étais surtout assez perturbée, parce que pour tout vous dire, comme j'ai toujours rêvé d'être artiste depuis le plus jeune âge, quand la célébrité m'est tombée dessus avec une telle force, je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'on devenait célèbre, en fait. Et même qu'on gagnait de l'argent en s'amusant. Parce que pour moi, c'était le rêve de jouer, d'être quelqu'un d'autre. Et je ne pouvais pas imaginer que c'était un métier, en fait. Voilà. Vous l'avez eu, votre bac? Ah ben non, non. Ça, c'est un regret de ne pas avoir poussé vos études plus loin? Oui, j'aurais aimé faire une terminale, philo ou un truc comme ça. Mais après, j'avoue que tout ça a été vite balayé par tout le reste. Bien sûr. La jeune fille là, que vous venez de voir, qu'est-ce que vous lui dites? Vous êtes attendrie par elle ou pas? Non, enfin, elle me fait sourire, en tout cas. C'est vrai, ça me fait sourire. Et puis ça me rappelle des moments délicieux avec mes parents. Voilà. En 68, vous avez eu un accident de voiture. La passagère qui était votre amie est décédée. Vous n'étiez pas responsable de cet accident. Comment on se relève d'une telle tragédie? Vous savez, tous les bleus à l'âme sont toujours présents. On se relève parce que la force de la jeunesse fait tout le travail, en fait. Et voilà, on continue. Et puis j'avais des exemples parfaits de gens qui avaient du courage et voilà, ils ne se laissaient pas abattre. Vous avez été aussi victime d'un autre accident 2 ans plus Oui, tard. j'en ai eu 2, oui, j'ai eu cette chance. Là, vous avez été blessé, vous avez été défiguré. Mais la première fois aussi. Hein. Enfin, défiguré, non, parce que heureusement, j'ai eu beaucoup de chance. Non, j'ai été blessée, mais évidemment, les médias en ont fait plus que ça n'était. Mais c'est vrai que j'étais blessée, oui, au visage. Et donc, j'ai subi 2 opérations, voilà. Quel est votre rapport à l'argent par rapport à vos parents? Gagner autant d'argent comme vous en avez dû en gagner au tout début, c'est-à-dire peut-être en une journée, vous gagnez peut-être le salaire de votre père. Est-ce que ça vous mettait en porte-à-faux? Non, en porte-à-faux. Je n'étais jamais en porte-à-faux avec eux, quoi qu'il arrive. Et tout allait dans le même pot, quoi. Je veux dire, c'était pas... Vous les avez aidés? Ah bah bien sûr, oui.
à leur rendre la vie meilleure, au fait qu'ils ne travaillent plus, et voilà, donc c'était... Vous vous souvenez de votre premier cachet? Qu'est-ce que vous en avez Ah oui. fait? Vous avez acheté quoi? J'ai acheté une veste en daim à ma mère. C'était son rêve, donc voilà. Vous avez réalisé son rêve. Est-ce qu'on s'improvise chanteuse ou est-ce que vous avez pris des cours? Écoutez, au début, comme je ne voulais pas chanter particulièrement, je voulais être comédienne surtout, donc je ne pensais pas être chanteuse. Si j'écoute ce que vous dites, vous ne vous êtes pas réellement formée. Non, enfin j'ai pris des cours de chant par la suite parce que comme ma voix était fragile, parce que pas tellement exercée, que je faisais énormément de tournées, je chantais pratiquement tous les soirs, donc je tombais souvent à faune. Donc j'ai dû prendre des cours et maintenant tout va bien. C'est quand même un exercice, la voix, c'est un muscle, donc c'est vrai que... Mais comme je l'utilise très souvent, mais disons que pour répondre à votre question, je pense que chanter, c'est aussi une interprétation. C'est interpréter quelque part, mais avec de la musique. Alors, florilège de vos tubes, ça vous dit ça? Je ne sais pas. Nous, ça nous dit en tout cas. Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson, un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. L'amour c'est comme une cigarette, ça brûle, ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'embrasser, tout ça s'envole en fumée. La Marita, c'est ma rivière, comme la Seine et la tienne. Mais il n'y a que mon père, maintenant qui s'en souvienne. Quelquefois, Sensible, sensible, le cœur touché au cœur de toutes les cibles, d'une timidité indicible. Qu'est-ce qui fait tourner les blondes? Qu'est-ce qui fait tourner le monde? Des refleurs et des lilas, en tout cas ce n'est pas toi. C'est curieux, vous me disiez à l'instant en regardant, j'aime pas me voir. Non, je n'aime pas me regarder parce que je suis très critique et ça me dérange de me regarder. Parce que quand on chante, en fait, on est soi-même, quelque part. On est comme on a envie de se présenter, mais on est soi-même. Quand on joue, on est quelqu'un de différent. On a un alibi, on est caché derrière un personnage. Et moi, je vois quelqu'un d'autre, en fait. Je suis aussi critique, mais disons que ça ne vient pas du même endroit. Vous avez fait beaucoup de spectacles aux États-Unis. On se souvient de ces grands shows, notamment Las Vegas. Vous auriez pu faire carrière pleinement aux États-Unis? Qui sait? Je ne sais pas. Non, moi, je Vous suis n'avez très pas contente cherché? Non, je n'ai rien cherché du tout, à vrai dire. J'ai cherché à être artiste, et puis c'est tout. Mais je n'ai rien fait pour. Je ne suis pas du genre à aller téléphoner à quelqu'un en disant « Tiens, j'ai envie de tourner dans votre film, dans un film. » Non, je n'ai jamais rien demandé. Et donc, j'ai eu de la chance en même temps. Mais je ne sais pas demander, alors donc, sinon, s'il fallait demander, je serais arrivée à rien. Le fait que vous soyez sur scène, sur la scène du Théâtre des Variétés, vous n'avez rien demandé non plus? Ça vous est arrivé comme ça? Non, je n'ai rien demandé. Enfin, j'avais dit de temps en temps dans des interviews, on sait que j'ai envie de faire du cinéma ou du théâtre, mais bon, apparemment, ce qu'on me proposait ne me convenait pas, jusqu'au jour où voilà, j'ai reçu un coup de fil d'un monsieur, Patrick Goavec, qui m'a dit, voilà, j'ai une pièce pour vous, écrite par Mademoiselle Mergault, est-ce que ça vous dirait? Donc on me l'a envoyé dans les heures qui ont suivi, j'ai accepté, quoi, sur 50 pages. Il y a Isabelle qui est là.
Voilà. Oh, T'es encore en train de dire du mal de moi? Oui. Bonjour Voilà. Isabelle. Bonjour. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vue. Mais- Bah si, je vous ai vue sur scène en revanche. Alors on va parler évidemment de la pièce. Mais alors c'est une commande, comment ça s'est passé? Allez, dites-nous tout. Le théâtre n'avait pas de pièce de théâtre et ils m'ont appelé. C'est dommage pour un théâtre. Oui. Oui. Bah oui, parce que je crois que malheureusement, il y a beaucoup de lecteurs, mais il y a beaucoup d'auteurs, mais il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Je suis sûre qu'il y a plein de pièces de théâtre qui sont dans les tiroirs. Je sais pas, les gens lisent pas beaucoup, sont pas très curieux en France, j'ai l'impression. Enfin bon, tant mieux pour moi. Hein. Et donc, ils m'ont appelé pour savoir si j'avais pas une pièce dans mes tiroirs. Je n'avais pas de pièce, mais j'avais un sujet. J'ai dit, écoutez, si vous me laissez un petit peu de temps, je peux vous l'écrire assez rapidement. Donc, j'ai écrit très vite sous la pression. Et j'ai écrit donc 7 pièces, l'histoire Mais d'une pour grande Sylvie star. Non. Non, j'ai écrit. Puis après, je me suis En dit, 3 semaines, elle a je me écrit, suis dit, quand même. après, on verra. Et puis, il fallait quelqu'un pour interpréter le rôle de la star. Et puis, comme vient de dire Sylvie, mon agent et coproducteur Patrick Goavec a pensé à Sylvie Vartan. Pour moi, Sylvie Vartan, c'était juste L'icône. intouchable. C'était, je me suis dit, elle est à Los Angeles, elle va lire le petit texte d'Isabelle Mergo. Alors là, je dis, envoie tout de suite, envoie. Mais j'étais en train de chercher quelqu'un d'autre, moi, parce que de toute façon, je savais que 2 heures plus tard, avec le décalage horaire, elle appelle et elle dit, d'accord. Donc vous recevez ce texte, vous êtes aux États-Unis, vous êtes chez vous, tranquille, vous le lisez, mais comme vous avez sans doute lu énormément de choses, non? Énormément, non, pas énormément, mais certaines que j'ai refusées, mais pas énormément. Donc vous lisez et... Je lis et je me dis, mais c'est incroyable. Je lis, je me dis, bon, sceptique, je dis à Patrick, je dis, bon, envoyez-moi ça. Oui, mais il faut vite se décider. Je dis, mais écoutez, il faut quand même que je lise. Donc j'ai lu et dès les premières répliques, je me dis, ça ne peut pas continuer comme ça ne va pas être bien comme ça pendant les 50 pages. Eh bien, oui. Et alors, du coup, j'ai dit, donnez-moi le numéro d'Isabelle Mergo, et je l'ai appelée, et voilà. Parce qu'en fait, il ne faut pas traîner. La première fois qu'elle m'a appelée, je me souviendrai toujours, j'étais dans mon salon, puis elle me dit, bonjour, c'est Sylvie. Et là, quand même, là, je me suis dit, Sylvie, quoi. Et je me suis assise, quand même. Alors, j'ai fait... comme si j'étais un peu décontractée, bien sûr, très détendue. la routine, Ouais. mais j'étais un peu comme ça, quoi. Oui. Qu'est-ce que vous savez de Sylvie? Avant de la connaître, vous saviez quoi d'elle? Comme tout le monde? Pas grand-chose, parce que je trouve que c'est pas quelqu'un qui se livre énormément. Donc, je connaissais, comme tout le monde, ses chansons. Mais, alors, comme moi, je ne suis pas people, je ne sais pas si tu as été beaucoup dans les people, dans les journaux people. Bon, enfin, moi, je ne lis pas, alors je ne sais pas. Envers et contre moi. Hein. Envers et contre toi. Non, je ne savais pas grand-chose. Mais vous savez, on peut... je la connaissais pas, mais je la savais, je la sentais, quoi. Je trouve qu'elle était de ma famille. Mais une fois que vous avez su que c'était Sylvie, est-ce que vous avez remanié le texte? Non. Enfin, j'ai gommé des petits trucs du style. Il y a un moment donné, je lui demande si la fesse, c'est un membre dans la pièce. Et elle me dit non, c'est un muscle. Et je lui mets la main sur les fesses et je dis un muscle, c'est de l'histoire ancienne. Ça, il y a des petites choses comme ça que j'avais gommées. Et parce que je me suis dit, Sylvie Vartan, quand même, peut-être... Elle n'a jamais accepté de le dire. Ou à un moment donné, elle dit qu'elle a trop mangé, qu'elle a mis tout ça là, etc. En gros, qu'elle a grossi, quoi. Et tout. Je me suis dit, oh mon Dieu, peut-être je vais gommer. Ça ne passera pas. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, j'enlève ça. Elle me dit, bah pourquoi, t'es folle, c'est drôle ça. Et donc, c'est aussi ça qui plaît énormément au public, c'est qu'elle a eu énormément de recul, elle se moque d'elle-même, comme Sylvie vient de le dire, quand elle chante, elle est elle-même, mais là, elle est derrière un personnage, donc finalement, ça la concerne pas, quoi. Et franchement, elle y va. Vous allez à Rome, vous aussi? Non, ils sont à Grenoble, il a une correspondance. Je voulais faire bonne impression. Eh ben, y a que les imprimantes qui font de bonnes impressions. Un serpent, il m'a mordu, je l'ai vu, il est parti en courant par là-bas. En courant? Ah, le venin, il est en train de faire son effet. Le voilà, quoi? C'était pas une pieuvre? Qu'est-ce que j'en sais, moi, j'ai pas vu la marque. Bah. Si elle avait ardé, c'était une vipère. Ouais, j'ai pas eu le temps de faire la lecture. Madame Carlotti, Carlottita,
Carlotta. C'est des touristes. Oh, alors oui, bon, c'est vrai, on vous reconnaît. Mais bon, c'est pas l'émeute non plus, hein. Oh, encore un homme à mes pieds. Ça y est, la table, elle est calée. Je suis ridicule, c'est ça? Je suis ridicule? Tu vois les lasagnes? Là. La mozzarella là, le gorgonzola là, et le tiramisu. Il est où le tiramisu? Là. Il est là. C'est génial parce que vous regardez toutes les deux et vous êtes encore surprise de vous deux. Non, de parce qu'en vous-même. fait, on la connaît pas bien, la bande-annonce. On l'a pas, elle est toute neuve, quoi. Donc, Oui. on découvre. Oui. Bah, cela dit, c'est bien dans le spectacle. Oui, oui. Mais quelle autodérision. Et c'est écrit, hein. Moi je lis le texte, hein. C'est très amusant, je trouve. Oui, mais vous savez bien que quand on vient voir le spectacle, on vient aussi voir Thierry Vartan. Bah, oui, mais l'idée c'est d'oublier, hein, justement. On l'oublie pas Et c'est complètement. les grands. Oui, bah si, parce qu'en fait, c'est les grandes critiques dans le sens large du terme, pas critiques négatives, qui ressortent, c'est que on vient voir Sylvie et on l'oublie. C'est ça. T'es complètement oubliée, Bah zappée, oui, mais oui, zappée. tu vois. Non, mais c'est un compliment quand même, quoi, parce que elle disparaît derrière le personnage, et ça c'est bien, quoi. Sinon, les gens riraient pas. La complicité, elle est née très vite entre vous deux. Ouais, Vous qui vous ne connaissiez pas. Moi, pour moi, c'est une complicité ou un refus ou un côté mal à l'aise se dessine tout de suite, quoi. Je suis quelqu'un d'assez rapide dans mes élans et dans mes sentiments. Et je ne les montre pas forcément, mais ça va très vite, au fond. Quel est le mode d'emploi? Vous allez me dire que, évidemment, il n'y en a pas réellement, mais est-ce que vous utilisez, c'est votre 4e pièce, plutôt les personnages, vous commencez en fait à faire naître une pièce à travers des personnages ou des situations? Non, d'abord la situation, parce que c'est compliqué au théâtre. Il faut trouver une excuse, sauf dans cette pièce, parce que c'est une espèce de road movie fait comme un film. Mais il faut trouver une excuse à être enfermé entre 4 murs. D'où les célèbres thèmes, une tempête de neige, ils ne peuvent plus sortir, des choses comme ça et tout. Bon, donc faut déjà trouver l'excuse de ça, quoi. Et puis après, bah, ça naît. Moi, j'ai mes inspirations. Je bénis Delanoë, qui n'est plus là, mais qui ne dirige plus Paris, mais qui a fait des beaux embouteillages, parce que c'est dans les embouteillages que j'ai les idées. Et j'ai rien d'autre à faire. Ma radio, je ne sais pas m'en servir, elle a été déréglée. Donc, non, il faut rentrer un code. Il faut rentrer un code, je ne sais pas le code qui vous... Bref. Et donc là, j'écris. Alors j'écris dans les embouteillages, j'écris. Et voilà, j'adore les embouteillages pour ça. Mais sinon... Alors, Victoire est née comment? Je voulais faire un film sur le mythe de Greta Garbo. Parce que ça m'a toujours fasciné, ces femmes qui s'arrêtent au fait de leur gloire, même quelque part Brigitte Bardot, finalement. Marlène Dietrich. Marlène Dietrich, qui dit stop, stop. Alors stop, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur peau. Stop pourquoi? Parce qu'elles sont repues du succès. Stop parce qu'elles ne veulent pas se montrer vieillissantes. Je ne sais pas, je ne suis pas dans leur peau. Mais en tout cas, elles arrêtent tout. Et peut-être pour se retrouver elles-mêmes. Et donc ça m'a toujours un petit peu intéressée, et donc je voulais faire ça. Et quand on m'a proposé d'écrire une pièce, je me suis dit j'avais tellement ce sujet dans ma tête que voilà, ça a été assez vite. Et donc c'est vraiment l'histoire d'une star qui veut plus sortir de chez elle, ça fait 20 ans qu'elle s'est même plus regardée. Et ça, c'est quelque chose que je comprends. Ma mère, petit à petit, ne voulait plus de miroir, quoi. C'est quelque chose que je peux comprendre, qu'on n'est pas habitué à vieillir. On nous a pas... je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un jour, on se regarde dans la glace et puis on se dit « Waouh !» Mais c'est moi, ça. Et et donc, c'est des choses que je peux vraiment comprendre sans être obsédée par la beauté et la jeunesse. Mais bon. Et donc, voilà, j'ai écrit ça assez vite parce que j'étais inspirée, en fait. C'est ça, le truc. C'est quand on est amoureux de quelqu'un ou de son sujet, on a des ailes. Marcel, j'ai des ailes. Pendant les répétitions, vous êtes quelqu'un, vous, de très discipliné, parce que vous êtes chef habituellement, vous êtes la patronne quand même sur scène. Là, vous ne l'êtes plus. Oui, mais moi j'aime beaucoup le stade des répétitions, en fait. Parce que
c'est là où on construit l'édifice. Hein. Petit à petit, ça monte. Mais c'est vrai que là, j'ai eu quand même quelques angoisses au départ, quelques moments difficiles. Qu'est-ce qui vous a effrayé le plus? Le texte, d'apprendre tant de textes sans le support de la musique. Et moi, j'ai une façon d'apprendre qui m'est, je veux dire, tellement familière et j'apprends en écoutant ma voix. Donc, comme je n'avais pas de répondant, ce sont des dialogues en fait. Donc, au départ, je pensais savoir le texte et en fait, je ne savais pas. Et ensuite, alors comment vous avez rectifié le tir? Vous avez fait beaucoup d'italiennes, ce qu'on appelle les italiennes. Ça me terrifiait au début, leurs italiennes. Ouais, des italiennes à toute vitesse, muette, etc. Bon. Oui, c'est des techniques, ça, qu'il faut... Mais elle a appris en 2 mois ce qu'on met 5 ans à apprendre. Parce que vous, Isabelle, vous canardez, vous. Hein. Oui. La réplique. Parce que c'est ça, la comédie. C'est le rythme. Ah oui. À un quart de seconde, on ne fait pas rire. Oui, ça, c'est vrai. À un quart de seconde, on ne fait pas rire. C'est fou. Donc, oui, j'ai l'habitude de ça. Mais Sylvie nous a tués aux répétitions. On était morts. Pourquoi? Parce qu'elle voulait toujours en plus. Mais moi, j'arrêtais pas de vouloir faire une pause cigarette, une pause téléphone, une pause faim, une pause tout, quoi. Elle dit, mais on y va, quoi. Qu'est-ce qui se passe, là, on y va? Et donc, on était lessivés. Elle était en pleine forme, elle était la première là. Et donc, après, on n'osait plus faire de pause, on y allait. Qu'est-ce que vous avez appris de personnel sur elle? De personnel Son caractère, son comportement, sa façon d'être. Que c'est quelqu'un qui est très pudique et d'une extrême sensibilité, mais très pudique. C'est-à-dire qu'on peut sentir que les larmes vont lui venir, mais elle a beaucoup d'élégance, en fait, dans tout, pour nous mettre à l'aise, dans ses sentiments, elle a beaucoup d'élégance. Émotivité, même? Oui, c'est quelqu'un d'extrêmement sensible. Moi, je saurais comment la faire pleurer, je saurais exactement comment faire. Mais elle a l'élégance de toujours la petite... Allez, on y va, voilà. Donc sous contrôle tout de même. Oui, sous contrôle, mais non pas parce qu'elle ne veut pas se livrer, parce qu'on ne le mérite pas, c'est pas ça, c'est par élégance, moi je dirais. Pour ne pas gêner l'autre. Oui. Oui. Et alors, regardez ce sujet, vous allez apprendre beaucoup d'elle. Elle peut aimer et elle peut ne pas aimer. Magali Defer. Ce qui est étonnant chez vous, Sylvie Vartan, c'est que vous avez tout d'une star, la carrière, le succès, les fans, et pourtant, vous détestez la célébrité. J'envie assez l'anonymat des auteurs et des écrivains. C'est vrai que pour vous, dans la rue, difficile de passer inaperçu. Vous signez volontiers des autographes, mais pas question d'embrasser. Ça, vous n'aimez pas, mais alors, pas du tout. Ça, c'est vrai, si je devais embrasser tous les gens qui m'attendent, vous vous rendez compte Du coup, vous avez trouvé la parade. Voilà. Vous embrassez, s'il vous plaît. Écoutez, j'embrasse pas, parce que avec la grippe, on ne sait jamais. D'un naturel discret, vous vous pliez à l'exercice médiatique, non sans effort. Est-ce que vous aimez ça, être suivi par une caméra? Non. Vous, en réalité, vous préférez être derrière l'objectif, pour tout immortaliser sur papier glacé et réaliser des albums photos. Ah ouais, ça c'est votre truc. Découper, coller, décorer, bref, en un mot, votre passion, le scrapbooking. Tout ce qui est papier, crayon, stylo, étiquette, j'aime tout ça. Sans oublier votre collection de tampons. J'en ai une quantité incroyable, peut-être 500. Autre petit plaisir, celui de la table. Quand vous recevez, c'est vous qui enfilez le tablier. J'aime faire la cuisine en général. En plus, vous êtes gourmande et vous l'assumez. J'ai pris 3000 calories dans une tasse. Ce qui est très surprenant aussi, c'est qu'on vous imagine mal en fait du logis. Et pourtant... J'aime beaucoup faire le ménage. Je n'aime pas le désordre. Je range sans arrêt. À croire qu'aux paillettes, vous préférez la balayette. Oh, j'adore ranger. C'est à se demander si au fond, vous n'aimeriez pas être un peu comme tout le monde. Isabelle répond, mais si. C'est vrai que vous êtes une star, mais anti-star. Je suis moi, hein. Je ne me pose pas ce genre de questions. C'est les gens qui vous collent des étiquettes et vous perçoivent d'une manière qui est différente peut-être de ce que l'on... Vous êtes bien ancré dans le réel, vous. Un peu comme Isabelle, oui, mais j'ai quand même un côté fou, mais que je cache bien. Oui, parce que sinon je ne ferais pas ce métier. Et qui se traduit comment? Ah, mais il est secret. Vous pouvez être fantasque. Oui, je pense, oui. Pleine de fantaisie, de folie,
Excentricité. Ça dépend. Il y a quand même une limite à la folie. Oui, mais disons que... Non, j'ai un côté un peu déjanté. Parce que vous paraissez comme ça, assez oui, ordonné, oui, méthodique. Oui. J'ai ça aussi, mais bon, j'ai beaucoup de différentes facettes, je crois. Vous êtes toutes les deux assez épicuriennes. Vous aimez quand même bien manger, bien boire, non? Ah oui. Enfin, non, moi, Isabelle j'aime, est très disciplinée quand même là-dessus. Moi, beaucoup moins. Non, moi j'aime bien les plaisirs de la table, mais réduits, très réduits. Sinon je m'ennuie. Quand on est trop, moi c'est quand 4 on est maximum. trop, petit non. comité. Oui, moi les petits comités aussi. Très, mais J'aime bien faire la épicurienne. fête, moi. Ah oui. Ouais. Moi pas trop. Je suis assez solitaire. Ouais. Non, Mais moi aussi, je suis solitaire. En fait. Elle fait la fête toute seule alors. non, mais avec des gens choisis. Voilà. Ouais, non pas moi. Moi je suis plus. Mais on se ressent quand même parce qu'elle est assez solitaire. Mais c'est vrai ce que Sylvie dit sur la notoriété, sur le côté star. C'est les autres qui vous font star, mais vous êtes resté. Moi, par exemple, j'adore jouer au PMU, mais je peux plus y aller au PMU parce que ça fait. Il y a des endroits où on ne peut plus aller. Les gens vous regardent et tout, mais moi, je rêve d'aller au PMU. J'ai un petit PMU à côté de chez moi, mais je peux plus y aller. Mais c'est. Mais vous y connaissez? Hein? En chevaux? Ouais. Tu aimes le cheval? Mais les trotteurs. Hein. Vincennes, chez les prolos. Et vous allez? Vous y Bah, allez je peux sur pas, place les nocturnes, c'est mardi soir et jeudi soir, ou alors il faudrait qu'on ferme le théâtre et je pense qu'ils ne seraient pas d'accord. Est-ce que, Sylvie, est-ce que l'âge, ça désinhibe aussi? C'est-à-dire, on se dit, j'ai plus rien à perdre. Oh non, je crois qu'on est comme on est. Je crois qu'on ne change pas tellement. On apprend des choses, on accumule des choses, des connaissances, mais on est en même temps qui on est. Je crois pas qu'il y ait une... On devient plus... je crois qu'avec l'âge, on devient plus sensible, plus fragile, quelque part. Alors je croyais tout à fait l'inverse, au fond. Ah oui, ça n'apporte pas de confiance en soi. Non, de je crois que... Je sais pas, on l'a ou on ne l'a pas. Je crois que l'amour, quand on a été enfant, vous donne confiance en vous. Ouais. Ça, c'est très important. Je crois que c'est la chose la plus importante au monde, dans tout ce que l'on fait. Mais qu'on peut peut-être aussi acquérir la confiance en y travaillant. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Je pense que c'est l'amour qui vous donne confiance. Vous, qu'est-ce qui vous a donné confiance? Votre famille aussi? Mais moi, je n'ai pas confiance en moi. Donc, mais je pense qu'effectivement, c'est l'amour d'une mère qui vous donne les bases. Moi, je... Mère médecin? Hein? Elle est médecin? Ma mère était médecin, oui, elle n'était pas souvent là. Oui. Et ça vous a manqué? Dans la famille, on n'est pas famille. Alors, c'est ce que vous dites toujours, oui. À la différence de Sylvie. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je suis pas d'un tempérament jaloux, sauf pour ça. Quand j'entends certaines personnes raconter leur repas de famille, là, je suis jalouse. Oui, c'est la seule chose dont je sois jalouse. Qui vous manque? Je ne sais pas, peut-être qu'elle me manque. Mais que vous n'avez pas connu, en tout cas. Je n'ai pas connu, donc le manque, c'est quand vous avez eu et que vous n'avez pu. Mais ça, je suis jalouse parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça vous... Moi, ça m'émeut, ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Moi, je ne m'imagine pas ne pas avoir eu une famille, justement. Parce que on était 4, mais on était une cellule. Je veux dire, on opérait comme une cellule. Un clan. Oui, un petit clan. Et ça donne la force, en fait. Ça donne la force. Mais faut-il aussi être bien entouré? On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas son entourage. On ne choisit pas l'endroit où on est. Donc, il y a tellement de facteurs qui entrent en ligne de compte qu'on ne contrôle rien, en fait. On subit. Quand on est petit, on subit un entourage. Moi, j'ai une chance inouïe, avec les années passées, quand on se tourne en arrière et qu'on juge, on regarde sa vie dans le rétroviseur, on se dit, mais j'ai des parents extraordinaires. Qui vous ont structuré. Ah oui. Ouais, c'est la plus grande force, la plus grande richesse. Il y a Pierre Cardin qui est venu vous voir. Est-ce que vous avez conscience d'avoir influencé quand même la mode?
Je l'ai lu, oui, je l'ai vu de mes propres yeux, oui, des filles qui ont fait comme moi, et tout ça. Bon, c'est émouvant, c'est gentil, sympathique. Alors, il y a un livre d'ailleurs qui est sorti récemment ou qui va sortir dans quelques jours d'ailleurs, le style Vartan. On est allé voir les auteurs, on est allé voir aussi celui qui vous a photographié beaucoup, c'est Jean-Marie Perrier. Oui. Le style Vartan, Magali Defer. Sylvie, c'est la personne que j'ai le plus photographiée dans ma vie. C'est monstrueux le nombre de photos que j'ai fait d'elle. Il faut dire que d'abord, elle avait un visage comme ça. Je ne sais pas si vous avez bien regardé le profil, c'est à tomber par terre. Bon. Le style Vartan, hier comme aujourd'hui, c'est une mèche blonde sur un regard noir, c'est une moue boudeuse. C'est aussi, quand elle était jeune, une gamine qui pouvait osciller du petit mec par moment, un peu frondeur, à une gamine très féminine et très touchante. En fait, le style Sylvie, il est inclus dans son tube comme un garçon. C'est une dichotomie, c'est comme un garçon et pourtant je ne suis qu'une fille. Elle s'habillait de formes très différentes. Elle passait de la voyoute à la dame du monde, elle adorait ça. On aurait dit qu'elle se prenait et puis qu'elle s'habillait comme une poupée, quoi. Elle pouvait passer à la télé avec une robe qu'elle avait fait faire par une copine couturière, qu'elle avait dessinée elle-même, ou alors prendre des jeans, un t-shirt et arriver, voilà. Elle avait un look très naturel, en fait. Sylvie n'a jamais eu à suivre la mode, elle était la mode. Elle voyait toutes les petites jeunes filles françaises rêvaient d'être elle. Donc, quand elle faisait quelque chose, elle était la mode. En 1970, Yves Saint-Laurent va créer tous les costumes de son nouveau show et il lui dessine des vêtements qui vont faire d'elle une héroïne de bande dessinée. Elle va porter une combinaison en daim rouge, incrustée de diamants sur les côtés. Ça fait presque penser à Barbarella en réalité. Il est possible qu'elle-même ait inspiré le travail d'Yves Saint-Laurent. Elle ramenait des États-Unis des jeans, des blousons en jean avec tout un appareillage pour mettre des rivets, des étoiles métalliques, des clous sur le bord de la bordure des jeans. Il a dû finir par lui dire « Mais attends, je vais t'en faire un, mais sérieusement quoi ». Et ça a donné probablement ce qui est le premier ensemble en jean customisé, couvert de pierres précieuses. Comme cet ensemble a beaucoup plu, Johnny s'est fait faire exactement le même. Ils ont pu faire une tournée ensemble. Son style, sa façon de s'habiller a toujours été un amusement. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui se soit pris la tête en se disant « ma ligne, mon image et tout ». J'ai jamais vu penser à ça, moi. Elle devient, il faut le dire, de plus en plus glamour et de plus en plus sexy. Au milieu des années 70, elle va aller chercher un couturier américain qui s'appelle Bob Mackie, qui habillait déjà Diana Ross ou Cher, et qui va vraiment s'amuser avec Sylvie, avec son corps. Il s'est même plutôt amusé à la déshabiller comme ça, avec beaucoup d'imagination. Le vêtement devait accompagner le fait qu'elle dansait de plus en plus, c'est devenu une véritable bête de scène. Et les couturiers américains utilisaient des matières spéciales qui permettaient une liberté totale du corps, en fait. Aujourd'hui, Sylvie a vraiment dessiné une silhouette définitive. La silhouette Vartan, c'est un smoking noir, une silhouette simple, élégante et intemporelle. Le smoking noir, ça fait rêver toutes ces tenues. Vous avez collaboré, participé à ce livre aux éditions de La Martinière. Eh bien, Éric et Christian Casalo, qui sont deux frères, ont eu l'idée de faire ce livre, l'ont proposé aux éditions de La Martinière. Et j'ai trouvé, étant donné que j'ai tellement de photos, c'est vrai qu'ils m'ont parlé de ce projet et je l'ai accepté. Oui, effectivement, j'ai choisi des photos avec eux, mais c'est eux qui ont fait tout le travail. Jean-Marie Perrier aussi a publié et publie en fait pour Reporters sans frontières 100 photos avec une préface de Patrick Modiano. Et parmi ces 100 photos, il y a une photo de vous seul et puis il y a une photo de vous deux avec Brigitte Bardot. Vous vous souvenez de cette photo? Bien sûr, oui. C'était en Italie. Vous continuez à la voir? Non. Vous savez, on ne voit pas grand monde, en fait, quand on est pris dans tout ce qu'on fait. C'est vrai que ce sont des métiers qui isolent. Comme tu disais si bien, c'est difficile. On a une famille et puis après, on part vers d'autres horizons, on connaît d'autres gens, on fait des choses avec d'autres. Et donc, on n'a plus tellement le temps. Et puis moi, j'ai ma famille... évidemment mes enfants, mes petits-enfants, et donc il faut du temps pour tout le monde. Votre mari, Tony Scotti, ça fait maintenant 30 ans, non, que vous êtes... Ah oui, ça fait 30 ans, mais j'ai l'impression que ça n'en fait que 10. Tellement la vie passe vite. Oui, très vite, trop vite. Lorsqu'il vient vous voir sur scène, j'imagine qu'il est venu au théâtre, oui.
Il en a pensé quoi? Oh, bah, il rit beaucoup, oui. Maintenant, il commence à comprendre toutes les finesses, parce qu'au départ, c'est quand même difficile, parce que son texte, comme je le disais tout à l'heure, est très, très ciselé, très drôle, et il ne comprend pas exactement tous les jeux de mots, mais petit à petit... précise qu'il est américain, sinon on va croire qu'il est... Qu'on comprend rien oui. au texte. Non, tu ne l'as pas dit au début. Ah oui. Sinon on va croire qu'il comprend rien et que tu as épousé un homme qui ne comprend rien. Il est américain. Il est américain, mais il parle quand même pas mal de français. T'es amoureuse, hein, mais il Non. parle pas génial. Hein. Non. Il va t'écouter. Non, hein. je suis désolée, il parle pas très bien français. Non, il ne Voilà. comprend pas toutes tes subtilités, Voilà. ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes amoureuse, vous, Isabelle? Non. Toujours pas. Hein? Libre. Toujours pas. Toujours pas, non. Non, mais je vous pose la question à chaque fois et vous me dites toujours non. Ah, c'est vrai? Oui. Ah ben, on se voit, je vois que je ne le suis pas, alors. Entre, ça va. J'espère, parce qu'on ne s'est pas vu depuis 5 ans, non? Bien 5 ans. Oui, non. Oui. Ah, c'est tous les 5 ans, en fait. Ah, très bien. Mais en fait, quand vous dites, moi j'aime bien être solitaire, j'aime bien en fait vivre seule avec mes Ouais. chiens, c'est ça? Ouais. Oui. Ouais. Mais- Moi, je suis bien chez moi avec mes bouquins, mes petites écritures, mes petits trucs que je fais qui sont pas du tout intéressants, mais qui m'intéressent moi. Je peux regarder les cygnes, j'habite devant la Marne. Je peux regarder les cygnes avec leurs petits. C'est trop mignon. Les Ah bébés, oui. les bébés cygnes, ils se mettent sur le dos de la maman. Oui, comme dans un panier. Elle hein. referme Les les ailes. ailes. Et puis ils sont là, ils regardent comme ça, comme s'ils étaient en croisière. C'est trop... Moi, ça fait ma journée là. Observatrice. J'aime bien. Oui. Une petite fille aussi est à vos côtés. Oui, Maya. Oui, que j'ai fait une adoption simple. Ça veut dire qu'elle porte mon nom. Je suis chargée de son éducation, mais elle a encore ses parents biologiques qu'elle voit régulièrement, enfin quand c'est possible, quoi. Et ça change bien la vie, ça, quand même. Qu'est-ce que ça change? On se sent quoi? Plus Ça responsable? change. Ah bah responsable, ça c'est sûr, mais c'est surtout que ça change. Moi, j'étais un petit peu foutoir. Je travaillais jusqu'à 2h du matin ou jusqu'à 5h. Ou parfois, j'avais tendance à un petit peu picoler avec, voilà, comme ça. Et là, ça structure et finalement, je suis obligée je fais attention à elle et faisant attention à elle, je suis obligée de faire attention à moi, d'être en forme le matin quand elle me réveille en me tirant les cheveux. Et donc, et d'avoir des horaires, je suis beaucoup plus cloisonnée. Et finalement, j'étais faite pour ça, pour être... et finalement, je suis plus heureuse. Darina va bien? Ah oui, Darina est grande maintenant. Elle va à l'université. Elle est au campus, dans un campus Oui. interne? Oui. Ça, c'est qui vous laisse une autre vie. Plus de liberté et qui Voilà. lui laisse aussi de la liberté? Oui, aussi. Mais elle est dans une université qui est proche. Et donc, tout en ayant son autonomie, elle peut revenir quand elle veut. Donc ça, c'est une... Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut être monteuse. Alors, De cinéma? Oui. Et productrice, enfin bon. Vous avez coupé un petit peu le cordon? Je ne coupe jamais de cordon, moi, non. Je ne sais pas faire ça. La mère tigresse. Non, quand même pas, non. Je ne suis pas tellement... Mais je suis une mère inquiète, oui. Et grand-mère inquiète? Oui, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Votre petite fille vit toujours aux États-Unis, Ilona? Non, ma petite fille, elle vit aussi dans des valises, dans des avions, avec... voilà. Tous mes enfants ont des schémas de vie comme le mien, en fait. Voyagent beaucoup et... alors, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, mais... en tout cas, c'est mouvementé. Ça, ouais. Comment? Vous leur avez transmis ça? Je ne sais pas si je leur ai transmis ça, mais c'est vrai qu'ils ont vécu toujours dans des valises, oui. Alors, je ne sais pas si vous avez parlé du livre que vous avez d'ailleurs fini d'écrire sur votre mère, et votre petite fille porte le nom d'ailleurs de votre mère, Ilona. C'est un livre qui sortira bientôt? L'année prochaine. Et vous allez raconter la relation très forte et fusionnelle que vous aviez avec oui, votre mais mère. sa vie également, parce qu'elle a laissé des écrits, très peu malheureusement. Mais en fait, c'est une façon de la rendre un peu immortelle quelque part. Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette femme? Pour moi, elle avait tout en fait. Elle était d'une beauté incroyable, mais extérieurement et intérieurement surtout, c'est ce qui compte. Mais elle était fascinante, elle avait toutes les qualités.
Elle avait la générosité, elle avait l'amour, elle avait la tendresse, et puis en même temps la fierté, l'élégance du cœur et l'amour des gens, des siens. Elle était courageuse, c'était une femme du siècle, elle a tout vu. La Première Guerre mondiale, la Deuxième, avec tout ce que ça a comporté, parce qu'elle a vécu en Hongrie, puis après en Bulgarie. Et donc c'est une vie passionnante qu'elle a eue, et tellement riche. Parce que de partir de Magyarovar, une petite localité près de Budapest, d'être née là-bas et puis de finir aux États-Unis, c'était quand même un long voyage. Quel sera le titre? Je ne sais pas encore, justement. Je voulais l'appeler d'une certaine manière, mais je trouve que c'est un peu trop triste, donc ça ne va pas être ce titre-là. Il faut un titre plus, je ne sais pas, quelque chose de plus général. Et la phrase dont vous parlez, quelle est-elle? Dis maman, tu ne vas pas mourir. Ben, on ne peut pas appeler un livre comme ça, c'est pas possible. C'est une question que vous lui posiez souvent? C'est la grosse question des enfants, ça. Ouais. C'est une question, une interrogation que vous lui posiez souvent? Bah, surtout quand j'ai compris ce qu'était que la mort, quoi. Donc j'ai senti ce que c'était. Très vite? Ah oui, très vite. Très tôt? Très tôt, oui, très tôt. Vers quel âge? 7 ans. Tout arrive à 7 ans, chez moi. Mais il paraît que c'est un âge charnière dans tout. Si je vous emmène toutes les deux au dos à dos. D'accord. Vous êtes d'accord? On y va à 3, allez. Dos à dos avec vous, toutes deux. Un rituel, Isabelle, avant de monter sur scène? Je mets mon eau parfumée que j'adore. Voilà. Et vous, Sylvie? Moi, je bois du thé et je m'isole dans la salle de bain. Qu'est-ce qui est insupportable, Sylvie, lorsque l'on partage votre vie? C'est-à-dire le tourbillon perpétuel dans lequel je me trouve et la pression que je mets en faisant tout ce que je fais, avec l'intensité. Je fais les choses avec intensité. Je me fatigue moi-même, d'ailleurs. Isabelle, quel est le cliché sur les actrices qui est vrai? Le miroir, je crois. Je crois qu'il y a je ne connais pas d'actrice qui ne soit pas quand même un petit peu obsédée par leur image, ce qui est tout à fait normal, belle ou pas belle. Mais je crois que le miroir est un cliché sur les actrices, sur elles-mêmes, sur ce qu'elles peuvent, sur leur paraître, qui est assez juste. Sylvie, le cadeau le plus insolite qu'un fan vous ait offert? Peut-être un coussin avec un visage. Le vôtre? Son visage. Le mien et le sien. Le prétexte que vous invoquez, Sylvie, pour refuser une invitation à dîner qui vous barbe? Je suis occupée, hein, c'est tout. Et vous, Isabelle, vous dites quoi? Moi, à force de refuser, on ne m'invite plus. Alors ça y est, c'est réglé. Isabelle, la critique qui vous a le plus blessée? Artistique, vous voulez dire? Non, en règle générale, la critique, quand on me soupçonne de faire semblant d'avoir mon défaut de prononciation, ça me blesse énormément. Ça me vexe quand on me soupçonne de le faire exprès. Oui. La chose la plus improbable, Sylvie, que la presse People ait inventée sur vous? Voilà, honnêtement, il y a eu tellement d'inventions que je ne sais plus. On a tellement écrit de choses sur moi que, franchement, je n'y prête plus attention. Isabelle, est-ce que vous avez déjà pensé au suicide? Oui. Et vous, Sylvie? Oui, mais je pense qu'il faut quand même avoir un drôle de courage. Et je pense que quand on a des enfants, on n'a pas ce droit. Non, ça c'est sûr. Le luxe, Sylvie, dont vous ne pourriez pas vous passer? Une salle de bain. Et Isabelle? D'être obligée d'avoir un réveil. Parce que c'est vraiment un luxe de ne pas avoir de réveil. Vous aimez votre lit, hein? Non, c'est la liberté. Ça veut dire que je bien. suis mon propre chef. Je me réveille quand je veux. La chose que vous ayez faite, la plus folle, hein, par amour, Isabelle? Je me suis tapé tout Marcel Proust. J'avais 14 ans, parce que je pensais que mon amoureux lisait Proust. Il avait 20 ans.
Et parce que j'avais vu un bouquin de Proust sur sa table de nuit, et en fait, c'était sa grand-mère qui avait occupé sa chambre. Et lui, il était très automoto. Et je me suis tapé toute la Pléiade de Proust avec mon argent de poche pour pouvoir lui plaire et lui parler de Proust. Et j'ai vu qu'il ne connaissait pas. Donc, voilà. Le moment le plus malheureux de votre vie? Oh, la perte des siens. Et vous, Isabelle? J'en ai pas spécialement. Et le plus heureux? J'en ai pas spécialement. Le plus heureux, c'est quand mon avocat m'a dit que Maya s'appelait Mergo. Voilà. Sylvie, qu'est-ce qui fait chanter les blondes comme vous, et notamment la chanson comme ça qui vous rend joyeuse? Une chanson qui est autre qu'une chanson de mon répertoire. Ouais. Moi, je dirais comme ça, Satisfaction. Parce que ça a le mot satisfaction déjà. Et c'est une chanson des Stones qui... Et on le savait. Vous le saviez. Voilà. Ça rend joli. Ça vous va, Isabelle? Pour finir, ça vous va, ça? Oui, enfin moi ça me passe au-dessus ça, mais... Pourquoi ça passe au-dessus? Je sais pas, c'est pas ma culture. Moi j'ai été élevée à Brassens et tout, et ça, je sais même... vous allez couper, mais je sais même pas qui chante. Je sais pas qui chante. Quel est le groupe? Oh, non mais j'aurais... Je te jure. Ah, non mais... Je te jure que c'est vrai. Oh, Je bah, sais là, même non. pas qui. Ça me passe au-dessus. Je sais pas, je connais pas ça. C'est trop drôle, ça. Vous êtes sans doute la seule. Mais je sais. La seule au monde. Parce que même si on ne sait pas, même si on n'aime pas, on sait ce que c'est que cette chanson. Quand même. Oui, genre, mais je l'ai déjà entendue, mais je serais quand incapable même. de te dire qui a chanté ça. Très bien. Non. Bah oui, on respecte. Les Stones, Hein. voilà. Et les Beatles, vous connaissez un petit peu ce Oui, c'est un mais groupe ça qui me vient de passe démarrer. au-dessus. Non, mais Et vous savez quand même qu'elle les a connus. Mais je sais. Mais ils n'ont pas fait la première partie, c'est ce que vous alliez dire. Alors ils ont fait quoi? C'était leur premier. Ils ont fait la dernière partie. Et moi, je passais entre Trini Lopez et les Beatles. Donc, non, c'était leur premier concert à l'Olympia en France. Et on vous voit là, regardez, parmi eux. Ça, Ils étaient très connus déjà à l'époque? Bah non, pas en France, non. Oui, à Londres, oui. Puis après, ils sont partis aux États-Unis, ils sont devenus des stars mondiales. Ouais. Que l'on connaît. Eux, ils sont un que peu tu ne connais connus, peut-être hein, pas, Mais je connais, mais je vous assure, c'est pas ma culture, ça. Ah, j'adore Isabelle. Elle dit les choses au moins franchement. Ah bah ça oui, hein, ça, pas de souci. Bon, c'est au Théâtre des Variétés? Ouais, à 20h. À 20h. Oui, Sauf le samedi, c'est à 21h. Voilà. Si vous voulez aller voir un duo décapant, ne me regardez pas comme ça. Vous le faites très bien. C'est le titre. Maëlle Labussière, exposée sur le plateau Thé au Café, elle expose aussi à la galerie Réjeanne Loin, à Loquirec. Loquirec, c'est dans le Finistère, rue de l'Église. Depuis une vingtaine d'années, Maëlle Labussière, elle joue avec les lignes en utilisant une variété de supports, d'outils et de couleurs. Maëlle Labussière, merci à elle. La semaine prochaine, samedi, nous serons en compagnie d'Evelyne Bouix, qui est également au théâtre, et le lendemain en compagnie de Nathalie Riquel. Vous avez porté du Riquel? Oui, beaucoup. Oui, j'ai les fameux pulls. À ses débuts, elle a commencé par faire des pulls qui étaient magnifiques. Je crois que je dois en avoir un ou deux encore de l'époque. Ah, vous conservez vos vêtements? Ah oui, je conserve les vêtements. Mais vous devez avoir Ah des penderies entières. Ah oui, ça c'est vrai. Mais comme il y a 3 filles dans la famille, je me dis que... Ça pourra servir. Mais je suis en train de me poser la question parce que j'ai évidemment des robes absolument magnifiques. J'ai été habillée par les plus grands couturiers et j'y tiens beaucoup. Je les garde donc, mais je ne sais pas. Peut-être que je vais les vendre au fond parce que ça ne les intéresse pas. Ah bon? Bah non. Bah, ça nous intéresse, Isabelle, non? Bah oui. Enfin, faut les porter quand même pour le quotidien. Oui, non, voilà. C'est un peu difficile, mais il y a du quotidien aussi. Hein. Bon, bah... Mais c'est pas le même quotidien, donc voilà.
Vends-les pour une charité. Voilà, c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Toujours un plaisir. Merci, Isabelle. Merci. Bon, continuez comme ça. Hein. Allez, je vous dis merde pour la D'accord. suite. Ok. Bon, on se retrouve la semaine prochaine. L'émission, elle est évidemment, vous pouvez la voir sur plus.fr et puis sur France 2 aussi, sur le site internet. Passez une très très bonne semaine. Merci de votre confiance, de votre fidélité. Puis on termine avec un selfie. Ça vous dit ou pas? Oui. Ah ouais, super. Allez, Alors, on le fait. vient vers vous? Ouais. Au revoir.